Pierre-Yves qui a vu, lui, un striptease tarifaire hier. Mais ça fait des vous étiez mois. pas mal plus excité que moi. Mais Je trouvais ça plate, moi, le show de Donald Trump. C'est pas parce que c'est un striptease que c'est émoustillant. Ça fait quelques mois qu'il nous menace de tarifs et il dit qu'il y en aura peut-être sur le bois d'œuvre et autres mesures. Ce qui m'a intéressé hier, Hugo en a parlé de la fameuse formule de plus un pays profite de la balance commerciale, plus on impose des tarifs. En somme, c'est ça le calcul. Dans le fond, si un pays profite du fait que les États-Unis sont de gros importateurs, on va augmenter les tarifs. Donc, c'est le calcul très, très simpliste. D'ailleurs, dans différents médias, on l'a dit, M. Trump fait un calcul très simpliste au niveau des tarifs, comme si les Américains n'en tiraient pas avantage. Les Américains ont maintenu l'utilisation du dollar, un dollar fort, des investissements étrangers aux États-Unis, ont financé leur dette avec les pays étrangers pour gagner le pouvoir de consommer. Gagner le pouvoir de faire des vêtements au Vietnam, en Chine, au Bangladesh, d'avoir des iPhones faits dans des conditions qui ne sont pas nord-américaines. Alors, dans une vision simpliste, on veut dire, venez produire aux États-Unis, vous n'aurez pas de tarifs. Est-ce que le consommateur est vraiment conscient de ce qui se passe? Est-ce que l'administration Trump est consciente qu'on a une économie basée sur la consommation? Elle est consciente, mais dans le sens que est-ce que le consommateur américain a bien pesé en donnant son appui à Donald Trump pendant les élections, mais même après maintenant, que ce discours-là est très simpliste? C'est une excellente question que vous posez. Autrement dit, est-ce qu'il est prêt, l'Américain moyen, à payer 300$ pour ses espadrilles plutôt que 100 ou 120 ou 150? Son T-shirt chez Walmart ne sera pas fait aux États-Unis demain matin. L'autre point, c'est de dire la dette américaine, elle est possédée par des investisseurs étrangers aussi. Est-ce que les investisseurs étrangers vont continuer à financer les Américains de la même façon? Vont-ils liquider la dette américaine? Est-ce qu'il y aura un coût à la dette américaine? Donc, est-ce que le consommateur américain est prêt à baisser sa consommation? Et allons plus loin que ça encore. Une fois qu'on a parlé des tarifs, là, la bourse européenne a descendu fortement ce matin à 6 heures. Là, on était entre 1 et 2 de baisse. Les futures américains, les contrats à terme aussi étaient en baisse. C'est-à-dire qu'on nous annonce, dans le fond, qu'il y aura une baisse des marchés ce matin potentiellement parce que les marchés n'aiment pas l'incertitude et les entreprises non plus. OK, puis une baisse de 2 c'est beaucoup, ça. Bien, une baisse de 2 oui. Excusez-moi la question candide. Non, mais 2 c'est peut-être pas beaucoup dans une journée. On se dit, 2 sur quelques milliers de dollars, on s'en sort. Mais 2 en une journée, si on vise un rendement moyen annuel de 6 5, 6, 7 ça veut dire que s'il y a plusieurs journées successives comme celle-là, ça fait mal. D'ailleurs, ne jamais oublier qu'une baisse de 50 doit être compensée par une hausse de 100 le lendemain pour arriver au point neutre. Et donc, ça fait mal à chaque fois. Mais c'est sûr que c'est une réaction émotive. Maintenant, quelques points à souligner. J'en ai parlé l'autre fois, l'avantage comparatif de certains pays. Pourquoi les Américains importent des produits de pays en développement ou d'autres pays où que la mondialisation, l'impartition existe en Chine depuis le tournant des années 2000 fortement? C'est parce qu'on y gagne. C'est parce qu'on n'est pas capable de concurrencer les conditions de travail, les rémunérations des autres pays. Pourquoi les Américains importent du Canada? C'est parce que notre dollar est faible. Parce que ça coûte moins cher la main-d'œuvre au Canada qu'aux États-Unis. Parce qu'on a des matières premières. Donc, dire on va tout faire aux États-Unis, on va imposer des tarifs, c'est dire implicitement aux Américains ce matin, nous taxons et nous imposons votre consommation. Et c'est ça, exactement. Et ça, c'est pas de droite, là. Tu sais, quand il dit nous sommes là pour la liberté, nous sommes pour la liberté d'entrepreneur et tout ça, mais le gouvernement vient dire on va taxer et imposer finalement votre consommation aux États-Unis et ça va avoir un coût. Donc, dire aux Américains qu'on va transférer des usines aux États-Unis en quelques mois, c'est pas vrai. Ça prend des années. Ça faut développer une filière de compétences, des investissements, il faut avoir de l'énergie. Il faut avoir les matières premières et tout ça avec des tarifs étrangers. Puis il faut avoir le client prêt à payer plus cher. Exactement. Alors, le point est le suivant. Est-ce qu'on fait croire à l'Américain moyen qu'il y a une solution simpliste à un problème compliqué? On a bâti une économie pendant 35 ans basée sur le libre-échange et du jour au lendemain, on dit on veut plus jouer. Ça me fait penser à quand je jouais avec mon petit cousin dans un jeu de société quand on était jeune. Qu'est-ce qui vous a fait, votre petit cousin? Je veux plus jouer. J'aime pas les règlements. Bien, c'est un peu ça. Tu sais, on joue au Monopoly, au jour de paye ou peu importe le jeu, et tout d'un coup, quelqu'un veut plus jouer parce qu'il perd. Mais les Américains gagnent à ce jeu-là. Et ils ne sont plus contents des désavantages du jeu, c'est-à-dire qu'il y a des emplois ailleurs pour des choses qui sont fabriquées moins cher ailleurs. Ouais. Alors, et j'insiste sur le fait que quand vous dites qu'il gagne, le consommateur gagne une consommation à faible coût, puis les investisseurs de gros rendements. Bien, puis les consommateurs, que ce soit dans l'épicerie, dans les vêtements, disons-le, quand on va chez Walmart pour un T-shirt à 20 $,
puis qu'on payait un T-shirt à peu près le même prix il y a 20 ans, c'est pas pour rien. C'est à cause de la mondialisation et que les conditions de travail aux États-Unis sont meilleures qu'ailleurs dans le monde, dans certains pays qui développent ça. Maintenant, l'autre point, c'est que c'est un grand outil de paix mondiale, le libre-échange. On a beau dire qu'on a une grosse armée pour se défendre, qu'on a des prisons, qu'on a des frontières, qu'on contrôle le fentanyl aux limites territoriales, il n'y en demeure pas moins que le libre-échange est le plus grand outil historique de paix mondiale. C'est-à-dire que même s'il y a des pays avec lesquels on n'a pas d'atome crochu au niveau culturel, au niveau de la croyance en Dieu, ou peu importe, on a quand même quelque chose, c'est qu'on fait des échanges commerciaux et que ça maintient une paix sociale et que ça maintient des échanges réciproques. Si du jour au lendemain, on dit à un pays, notre paix basée sur nos échanges économiques, on n'en veut plus, alors quel est l'avantage de l'autre pays de maintenir ce respect mutuel et cette paix-là? Et donc, bonne question. On déclenche une guerre mondiale, guillemets, au niveau économique, mais quels seront les impacts? Après ça, on est au Canada. Moi, je trouve ça intéressant, au Québec, au Canada. Si on réussit à négocier un accord de libre-échange nord-américain avec les États-Unis puis le Mexique, comme on avait dans le passé, et que les Américains le respectent, puis qu'il y a moins de tarifs au Canada qu'ailleurs dans le monde, est-ce que le Canada pourrait devenir une terre d'accueil pour des entreprises? Mais la question qui est fondamentale à tout ça, c'est combien de temps tout ça dure? Parce qu'une entreprise fait des investissements sur 10, 15, 20 ans, prend des décisions sur un plan de 5 ans. Alors, comment prendre des décisions sur un président en fin de vie qui a des décisions un peu despotiques et qui ne donne pas d'idée sur quelles seront les conditions d'investissement dans 5-10 ans? Alors, les entreprises, pour l'instant, je pense qu'elles sont paralysées. Et pour l'instant, il y a des entreprises qui ont surstocké, il y a des entreprises qui n'ont pas pris de décision, puis elles attendent de voir ce qui va se passer. Donc, quand on regarde ça d'un point de vue citoyen, depuis quelques jours, j'ai des courriels, des gens qui me demandent, Pierre-Yves, est-ce que le monde va s'effondrer? Est-ce que la bourse va tomber? Est-ce que je peux encore croire en quelque chose? Mais je dis, écoutez, je n'ai pas une boule de cristal, mais disons-le froidement. La bourse est basée sur des entreprises, qui est basée sur la consommation des gens. On va continuer à se vêtir, on va continuer à manger, se divertir, regarder notre téléphone cellulaire, s'informer, consommer. Et donc, les profits vont exister encore. Maintenant, les profits vont peut-être se déplacer d'une entreprise à l'autre. Il va peut-être y avoir des corrections boursières. Mais à long terme, le monde continue de tourner. Si vous croyez en l'effondrement du monde, si vous croyez en l'effondrement de la société de droit, et c'est peut-être pas la bourse votre plus grande inquiétude si c'est votre croyance primaire. Alors, pour l'instant, on prend son petit verre d'eau, son petit café, on attend, puis on n'oublie pas qu'on a une grande frontière avec les Américains et nous aurons toujours besoin de nous entendre avec eux d'une façon ou d'une autre. Et il y aura des élections au Sénat éventuellement, puis on va peut-être rebalancer tout ça. Donc, j'ai la foi, même si je ne suis pas si croyant que ça.